Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les routes qui conduisent à l'unification du monde. Le portulan des grands voiliers nantais, 1890 à 1920. Christian Prioul, professeur honoraire à l'Université de Nantes, Igarun, géolithomeur UMR LETG 6554 CNRS. Le premier livre du capitaine au long cours Louis Lacroix a été publié en 1937 à Paris, aux éditions Perronnet. Réédité par Amyot Dumont en 1950 puis par Ouest France 50 ans plus tard, il est de ceux qui nourrissent le plus continuellement l'imaginaire des admirateurs des derniers grands voiliers. Tel est le titre de cet ouvrage, auquel l'analyse préférera le sous-titre « Histoire des longs courriers nantais, 1893 à 1931 ». Les premiers chapitres décrivent les conditions générales d'armement et de navigation. Si l'intérêt en reste soutenu, la méthode et le style ne laissent pas de désirer des qualités dont Louis Lacroix, ayant acquis statut d'écrivain, apportera la preuve dans ses ouvrages ultérieurs. La deuxième partie du livre expose l'histoire particulière de 150 navires considérés comme nantais. Elle utilise des sources variées, mais ni systématiques ni référencées. Cependant, le hasard objectif étant un précieux allié dans l'analyse des représentations, il paraît possible, en notant scrupuleusement tous les toponymes et autant de fois qu'ils surviennent, de construire les rondes du portulan mental des milieux long courriers nantais et de leurs admirateurs ultérieurs. Les 2038 références recueillies pourraient être utilisées de plusieurs manières, mais la longueur impartie à cette contribution et 2 publications antérieures sur les routes véliques de l'Atlantique et de l'océan Indien amènent à centrer le propos sur le Pacifique. Le portulan général. Un portulan renseigne sur les ports et les routes pour les atteindre. Les continents y furent surchargés de légendes avant que les cartes hydrographiques ne préfèrent un vide peut-être trop radical. La géographie des terres restant plus familière que celle des mers, le portulan est ici déroulé de l'intérieur vers le large. L'anamorphose des continents. Avec 974 mentions, l'Europe s'adjuge 48% des références toponymiques. La géohistoire des grands voiliers n'est pas que de courses lointaines, compte tout autant les départs longuement préparés et les retours plus ou moins chanceux pour les hommes, les navires et les affaires. Si les voiliers nantais étaient généralement financés, construits, armés et parfois désarmés en Basse-Loire, ils n'y revenaient qu'exceptionnellement au cours de leur exploitation commerciale. Leur berceau estuarien n'est cité que dans la modeste proportion de 12,5%, Nantes l'étant 2 fois plus que Saint-Nazaire et le canal de la Martinière, lieu de désarmement autant que les chantiers de Chantenay. Dans la hiérarchie des mers d'Europe, la Manche occupe la première place mais de très peu devant le Channel anglo-irlando-écossais, noté chacun 10% pour des faits plutôt maritimes dans la première, plutôt commerciaux dans le second. La mer du Nord est fréquentée, 8,4% à peine plus sur ses côtes continentales que sur les Britanniques. Le golfe de Gascogne, les mers ibériques et méditerranéennes ne sont sauf Bordeaux, qu'Anse-Dotique. L'Afrique, même avec son cap de Bonne-Espérance, ses îles et ses mers bordières, n'apparaît qu'en creux, 1%. L'Océanie compte 2 fois plus et l'Asie 4 fois. L'Australie est à un tout autre rang avec 11% des mentions. L'anamorphose excluant les localisations purement océaniques, 9%. Le continent américain s'impose en définitive comme le partenaire extérieur majeur, 25%, et l'Amérique du Nord pour le double de celle du Sud. Ainsi, la figure terraquée du portulan est à la veille de la Première Guerre mondiale, celle de l'hémisphère nord, du peuplement blanc et de l'anglophonie. Les ports majeurs. Outre Nantes 102 et Saint-Nazaire 50, la base toponymique fait apparaître une liste de 22 ports cités plus de 18 fois chacun. Le plus couru est San Francisco, 80, suivi par les ports de l'Oregon et du Washington, déclarés État en 1889, avec 68 mentions. Aussi présents que les ports de construction et d'armement de la Basse-Loire, ils dessinent avec eux une figure cette fois bipolaire dont l'axe passe au Cap Horn. Au service du développement de la Californie, Los Angeles, encore en gestation, n'est cité que 2 fois, et du rayonnement des États-Unis sur le Pacifique, Hawaï 1898, San Francisco est alors le 3e port du monde. Les grands voiliers nantais s'y rendent souvent même pour leur premier voyage, avec du charbon gallois,
étant presque sûr de trouver sur place des fret intermédiaires ou de retour à des taux qui peuvent atteindre le triple de ceux pratiqués en Europe. Les traversées d'aller, plus longues et plus dures, sont 2 fois plus citées que celles de retour. Dans un cas comme dans l'autre, elles durent entre 3 mois au mieux et 7 mois au pire. Compensant ces délais, la relative fréquence des liaisons permettait d'entretenir des rapports parfois très étroits. Rien ne l'illustre mieux que l'agence maritime Ross et Bloom, représentante à Frisco de l'armement nantais-Guillon et de la Société des voiliers nazériens. Monsieur Léon Bloom engageait des capitaux importants dans les navires nantais dont il assurait la consignation et l'approvisionnement. Il ne manquait jamais à l'occasion de départs groupés, de parier sur leur célérité à rentrer en Europe. Il devint un des principaux actionnaires de la Société des voiliers nazériens qui lui fit l'honneur de donner le nom de son épouse, Hélène Bloom, 12 septembre 1901, Bacalan, puis le sien, Léon Bloom, 1902, Grand-Quevilly à 2 de ses navires. Les annales des navires nantais corroborent quelques traits bien connus. Brume, wharf, marchand d'hommes, du San Francisco de John Griffith London, dit Jack, 1876 à 1916, un de ces innombrables fils des Finistères européens illuminés par les contre-jours d'une irrémédiable émigration lointaine. Le 2e rang dans la hiérarchie portuaire des voiliers nantais est tenu par l'estuaire de la Columbia, 4% du total, à la fois pour leur passage dans l'avant-port d'Astoria, 20, et par leur chargement à Portland, plus en amont, 43. Plus au nord, dans les Sons du Washington, Tacoma 6, qui rime si bien dans les chansons de marins, était alors aussi connu que Seattle 5, méchante bourgade toute de bois. Paysage, wharf, billes de l'Est temporaire, trottoir, drôme de grumes, de madriers, de planches. Géants portuaires du début du XXe siècle, Anvers 36 et New York 31, n'arrivent qu'au 3e et 4e rang. Après les ports à ordre apparaissent Le Havre 28, Dunkerque 27 et Londres 24, ports multifonctionnels, suivis avec moindre puissance par Rouen 23, Glasgow 18, Bordeaux 18 et Hambourg 16, au milieu desquels il faut certainement intercaler Sydney d'Australie 28. Pour les grands voiliers, les ports à ordre étaient un grand souci. Ils étaient eux-mêmes bien abrités dans leurs rias, mais par des promontoires morphologiquement et aérologiquement périlleux, desquels les navires devaient s'approcher pour recevoir, par sémaphores relayant les câbles téléphoniques, souvent sous-marins, les ordres de leurs armateurs quant à leur destination, d'aller et surtout de retour. Queenstown, c'est-à-dire Cope de Cork 36, Hobarton de Tasmanie 25, voire Cherbourg 20 et un peu Belle-Île 12, mais non Brest 6, sont ses principaux phares des longs courriers. Beaucoup eurent à s'y réfugier en hâte pour avarie ou épidémie, et nombreux furent ceux qui naufragèrent en ces parages redoutés. Si de bonnes cargaisons se prennent et surtout se livrent dans les ports multifonctionnels, d'autres sont uniquement des ports de charge. Les plus fréquentés sont ceux du charbon, le gallois surtout, 43 mentions partagées entre Cardiff et Swansea, concurrencées par celui de Newcastle d'Australie. Tout aussi pourvoyeurs pour les voiliers français sont les ports du blé d'Australie, 26 mentions du seul Adélaïde, du nickel néo-calédonien, 18 pour le seul Nouméa, du nitrate chilien, 17 pour le seul Iquique. Dans un tel classement par toponyme, le range chilien pâtit de son étirement sur 800 km, le long d'une côte de structure longitudinale fermée ne présentant à l'inverse de la Californie aucun site portuaire privilégié. Le chargement se fait sur rade, dans des conditions épuisantes, face à une douzaine de caltas sommaires dont le groupe d'Iquique n'est que le premier, 28, et celui de Taltal le second, 15. Pour les voiliers gros porteurs de la fin du XIXe siècle, Valparaíso, s'il reste le port majeur du Chili, n'est plus la place stratégique des décennies antérieures quand la marine militaire française l'utilisait comme base de ses opérations dans le Pacifique et que la maison Le Quélec-Bord y constituait sa fortune avant de se transférer à Bordeaux, 1868, puis à Dunkerque devenu premier port nitratier d'Europe. Les provinces de l'océan mondial. Bassin commun des navigations qui lui sont intérieures ou extérieures, l'Atlantique est au cœur de l'espace des grands voiliers. C'est parce que de mers d'Europe divergent et convergent l'essentiel, 48% des mentions. L'Atlantique axial, avec ses points relevés en mer, ses îles et quelques touchés à la côte occidentale d'Afrique, serait crédité de moins de 3% si les faits de guerre n'en avaient perturbé la tranquillité alyséenne. L'Atlantique américain, du nord au sud, mais sans y inclure les parages du Horn, considérés comme austraux, est simplement familier, 6,5%. Au total,
Les gens des grands voiliers s'entretiennent de l'Atlantique dans 58% des cas. Ils font leurs grandes courses dans les 40/50 de degrés circum-antarctiques des mers australes évoquées dans la proportion de 9%. Le Cap Horn y tient la vedette. 93 mentions, devant les caps australasiens 58, tandis que le passage sous le cap de Bonne-Espérance n'est plus ce qu'il était, non plus que l'océan Afro-Indien, accaparé par les vapeurs sortant de Suez, 2,7%. En dehors de l'Atlantique, le domaine singulier des voiliers long courriers est donc l'immense Pacifique. L'américain 14,5%, l'australien 8%, l'océanien 4%, l'extrême-oriental 4,5%. Il cumule près du tiers de toutes les mentions et près des 2/3 une fois exclus les mers d'Europe. Les routes dans l'hémisphère océanique. Une source unique, qui ne saurait se comparer à une série statistique administrative ou instrumentale, ne permet pas de quantifier la réalité vectorielle des routes pratiquées. Elle laisse notamment dans l'indétermination si l'accès à l'hémisphère océanique se faisait principalement par le Horn ou par le Grand Sud de Bonne-Espérance, qui en fut la première et, certainement jusqu'au milieu du XIXe siècle, la principale. Les nouveautés sur les routes des moussons. À la Belle Époque, le temps des clippers qui amenaient en Europe toute voile dehors, le thé frais et autres marchandises de prix des mers d'Asie, allant et revenant par Bonne-Espérance, éclos. S'ouvre alors celui des prises de possession coloniales et des premiers équipements industriels. Aptes aux longues traites dans des moussons généralement soutenus, les grands voiliers amènent produits métalliques, charbon, pétrole, ciment et même sel dans les ports anciens et nouveaux, qui s'égrènent de l'Afrique du Sud au Japon du Nord. Les bassins afro-indiens. Les voiliers de charge ne participent plus au trafic des marchandises diverses et des passagers, accaparés par les vapeurs passant par le canal de Suez. Kerana, parti de Saint-Nazaire le 17 août 1894, fut un des rares voiliers à l'emprunter, ralliant la Réunion en 108 jours, mais incapable de s'élever au vent d'un cyclone pour se fracasser sur la pointe des aigrettes. Les Mascareignes, mis hors circuit, mettent tout le siècle 1848 à 1947 à passer de la prospérité de l'esclavage à celle de l'aviation. 4 vieilles maisons nantaises essayent encore, à l'occasion d'un fret d'aller en pétrole ou charbon, de tenter un voyage des Inde en Inde, généralement pour ramener aux Aïls le riz conchin chinois, devenu la base de leur alimentation. Même après avarie en cyclone, les capitaines ne se plaignaient pas d'y relâcher, sûrs des y trouver l'accueil dont nous avions tant entendu parler par nos parents dans notre enfance. Bourbon, paradis des capitaines, enfer des marins, car les équipages n'allaient presque jamais à terre en raison de la difficulté des communications, tant au Barachois de Saint-Denis qu'à partir du nouveau port de la Pointe des Galets, 1886. La côte du sud-est africain, de Cap Town à Zanzibar, n'est quelque peu fréquentée qu'en temps de guerre, toujours favorable aux trempes. Dans les années 1900 à 1905, qui sont celles de la guerre des bourgs, 6 voiliers nantais touchent à Cap Town y amenant du charbon gallois et du blé californien. 10 ans plus tard, la situation s'inverse au profit de Durban exportant des céréales vers Nantes, du charbon vers Montevideo et achetant, pour le compte d'un armateur d'origine indienne, un vieux navire des frères Brunières. Les parages du banc des Aiguilles étant fréquemment exposés à de sérieuses tempêtes, 2 navires nantais mis à mal furent par ailleurs contraints de relâcher l'un à Cap Town, l'autre à Natal. Elle est aussi de nature polémologique. La desserte de Madagascar, déclarée colonie en 1896 puisque s'étant insurgée contre le protectorat de 1885, est plus volumineuse. Entre 1897 et 1904, tant vapeur que voiliers gros porteurs, dont une dizaine de Nantais, participent aux approvisionnements massifs qu'implique l'équipement des ports civils du canal de Mozambique et de la base stratégique de Diego Suarez. Il s'agit essentiellement de briquettes de charbon prises dans les entrepôts de Saint-Nazaire par des navires venant d'être lancés, mais aussi de produits métalliques de l'entreprise Paris, de Nantes. Les cargaisons réparties entre Tuléar 1, Majunga 2, Nosy-Be 3, Diego Suarez 4 sont partout déchargées dans les pires conditions. La Grande Île, traditionnellement exportatrice de riz vers les Mascareignes, était si perturbée par l'invasion qu'en 1900 un autre navire dut en amener depuis Saïgon. La route des bassins afro-indiens au détroit insulindien, recoupant les trajectoires de cyclones et les récifs à fleur d'eau des mers des Seychelles, n'est jamais sans risque. Les détroits du sud-est asiatique.
Outre ceux qui viennent charger dans les Indes néerlandaises, les navires allant et venant des mers de Chine ont à embouquer l'un ou l'autre des détroits de l'archipel, ce qui est fréquemment problématique pour des raisons nautiques, sanitaires et sécuritaires, le plus souvent combinées. Des navires nantais viennent prendre des sucres en mer de Java, au débouché des plaines du nord-est de l'île, à Surabaya, Samarang et Tegal, mais non plus pour leur port d'attache. Seule Antoinette le fait encore en 1911 parce que ses armateurs Simon et Dutheil travaillent à l'ancienne, à la fois transporteurs, propriétaires et assureurs de la cargaison. Les autres arrivent sur l'Est comme cueilleurs d'un fret qu'ils iront livrer à Boston et Philadelphie. Pour tout, les parages sont hasardeux. Si les perturbations engendrées par les éruptions du Krakatoa sont exceptionnelles, Montcalm, 1905, les risques de collision ne sont déjà plus à exclure, du Guesclin, 1897. Mais les complications pour les voiliers viennent surtout des calmes. Ceux de mai 1904, où la transgression de la mousson océanique fut tardive, restèrent dans les annales. Pour arriver à la sonde, un 4-mâts américain mit 68 jours depuis Manille, Beaumanoir, 64 depuis Saïgon, et un anglais, 23 depuis Surabaya. En juillet-août 1911, Antoinette fit pire avec 35 jours de Samarang à la sonde. Très souvent les navires devaient mouiller pour résister au courant. Beaumanoir eut à le faire 23 fois sur les côtes ouest de Bornéo. Toutes ces lenteurs, dans des mois où la température moyenne grimpe vers les 30 degrés, aggravent la salissure des carènes et détériorent la santé des équipages. Alors se préparent ces meurtrières épidémies de béri-béri, qui se déclareront plusieurs mois après et jusqu'en vue des côtes européennes. L'arsenal de Saïgon, initié en 1859, reçoit entre 1890 et 1901, 8 voiliers nantais livrant des briquettes de charbon. Son port en rivière a la réputation d'être sûr, cependant leur haute mâture expose les 3 mâts à chavirer en berge quand survient une survente cyclonique alors qu'ils sont encore lèges. Plus que son exotisme que l'on dit disparaître, l'avantage de Saïgon est dans son potentiel d'exportation de riz. Outre ceux venus à lui, il attire quelques navires ayant livré au Japon mais n'y trouvant rien à embarquer. Le riz, que l'on peut aussi prendre à Rangoon, est non seulement l'occasion de voyages intermédiaires, mais l'un des rares produits permettant de rentrer en charge à Nantes. Jusqu'aux mers sino-japonaises. L'Extrême-Orient, à l'époque où le Japon concrétise le Meiji et où la Chine succombe aux agressions, s'adjuge 4,4% des mentions du portulan. C'est que si les vapeurs ont accaparé les marchandises de prix et même les coulis, les grands voiliers y confirment leur rôle de soutier de la révolution industrielle, apportant ici, depuis l'autre hémisphère, charbon gallois et pétrole pennsylvanien. Parmi eux une douzaine de Nantais, 8 avec du pétrole, 3 avec du charbon et 1 avec du sel, pour qui ces frais étaient fort intéressants du fait des distances à parcourir et des primes subséquentes. Si la géostratégie du charbonnage, dramatiquement illustrée par le périple de la flotte Roche-Dostevensky, 1904 à 1905, est alors à son apogée, celle du pétrole n'en est encore qu'à sa phase préliminaire de combustible d'éclairage. Alors que l'huile de baleine commençait à faire défaut et que la suprématie de la Standard Oil de Rockefeller n'était pas encore concurrencée, à partir des Indes néerlandaises, par la Royal Dutch Shell, 1903, le pétrole des gisements de Pennsylvanie occidentale arrivait par conduite aux terminaux spécialisés de Marehook, base Delaware et de Bayonne, en face de New York, et en repartait pour toutes les mers du monde. Considérée comme peu chère et peu pressée, cette marchandise convenait aux grands voiliers d'acier, moins coûteux et plus à l'abri des risques d'explosion que les vapeurs. Le pétrole lampant était conditionné en caisses de bois protégeant chacune 2 bidons de fer blanc de 22,5 litres. Cette formule facilitait un arrimage précis à l'aide de coterets de sapin, et à l'arrivée, une redistribution commode jusqu'aux endroits les plus reculés où les emballages eux-mêmes étaient fort appréciés. Le Japon qui vient de faire la guerre à la Chine pour le contrôle de la Corée, 1894 à 1895, et qui ne supporte pas les prétentions de la Russie sur l'Utah, Port Arthur, la guerre éclate le 5 février 1904 et grand importateur de ses produits stratégiques. Il les fait débarquer au centre de l'archipel, Kobe 3, Yokohama 2, mais aussi à ses 2 extrémités. 2 navires vont livrer du Cardiff à Nagasaki, 1902 à 1903, les gisements du nord de Kyushu n'ayant pas la même qualité. En phase 2, dans le détroit de Tsushima,
Tojo écrase Rojdestwsenski le 27 mai 1905. À l'autre extrémité, Hokkaido était alors le grand front pionnier interne au Japon, passant de 66 000 habitants en 1870 à 223 000 en 1880. Au sud de l'île, commandant le détroit de Tsugaru, Hakodate, qui fut l'un des seuls ports ouverts au commerce des États-Unis en 1854, reçoit 2 cargaisons de pétrole en 1903. Les ports de Chine sont moins fréquentés. Shanghai n'est cité qu'une fois et seulement parce que de manière tout à fait exceptionnelle, un capitaine français y a été nommé pilote. Hong Kong est touché 3 fois et aurait dû l'être par Lafayette, qui partit de New York en 1905 avec du pétrole en caisse, se perdit corps et biens au cours de l'interminable traversée. Pour se rendre en Extrême-Orient depuis Cardiff ou New York, les capitaines empruntaient la Grande Route jusque dans le sud de Bonne-Espérance et de là, selon la saison et leur expérience, décidaient, soit de remonter avec la mousson océanique par les détroits insulindiens, soit enfourchant les 40e, de contourner la Tasmanie, puis, négociant les calmes équatoriaux mélanésiens, de retrouver la mousson d'été boréale, portant du SEONW jusqu'au Japon. En dépit de l'intérêt d'augmenter la prime à la distance parcourue, les 3/4 d'entre eux choisissaient la solution traditionnelle. Une fois passés les détroits et les calmes insulindiens, la navigation dans les mers de Chine, alternativement exposée aux tempêtes d'hiver de mousson continentale et aux typhons d'été de mousson océanique, est loin d'être commode. Normalement, cette dernière impulse fortement les navires. En 1901, Nantes couvrit en 72 heures les 800 milles qui séparent Formose de Nagasaki à la moyenne de 11 nœuds, mais un an après, la mousson étant séquentiellement trop faible ou trop violente, le même Nantes y subit 3 typhons dont l'un extrême. Joseph Conrad place dans ces parages son célèbre Typhoon, publié en 1902. Les navires venus livrer en Asie du Sud-Est s'en retournaient soit prendre du riz à Saïgon, 2, soit chercher du fret sur la côte ouest des États-Unis, sisme. Chassés-croisés dans le Pacifique. À la vieille route remontant du Natal à Hokkaido, dépourvu de fret de retour sur l'Atlantique Nord, fait pendant du Chili à l'Oregon, le circuit proprement capornier, relativement assuré des siens. Pour les navires qui les desservent, il peut être intéressant de descendre en Australie pour un voyage intermédiaire en charbon ou pour revenir en Europe avec des céréales. Il en résulte de complexes chassés-croisés selon les grandes diagonales du Pacifique, dont les archipels centraux ne sont que peu fréquentés pour eux-mêmes. Leur sillage recoupe en partie ceux des voiliers qui vont au nickel de Nouvelle-Calédonie. Les annexes pacifiques du circuit capornier. Le circuit capornier a été assez décrit et célébré pour ne pas l'être davantage ici, même s'il rassemble 19% des mentions. Parages du Horn 95, Amérique du Sud 95, Amérique du Nord 197. Cependant, il ne se réduit pas à des rotations régulières. Son fonctionnement est affecté par des crises cycliques et des évolutions structurelles qui, du fait de sa puissance d'appel, influent sur le marché des freits dans tout le Pacifique. À San Francisco, 20% des mouvements des navires nantais ne sont pas des droitures d'Atlantique Nord mais des ralliements vers ce qui est alors le 3e port du monde. Ils y trouvent des occasions exceptionnelles, vers Cape Town, vers Philadelphie, mais l'offre de céréales californiennes ne cesse de se réduire tant par épuisement des terres que par concurrence du rail. Le même phénomène affectant le bassin de la Columbia, les navires montent de plus en plus souvent sur l'est dans le Puget Sound, prenant bientôt moins de blé que de bois. C'est donc surtout vers l'Australie que se font les voyages intermédiaires. À 100 km de Sydney, Newcastle, à l'embouchure du Humber qui descend des Montagnes Bleues, est cité aussi souvent que sa métropole, 2,8%. Il dessert un bassin charbonnier permien qui eut un rôle majeur dans le développement industriel australien et dans le trafic intra-pacifique. Certes, les charbons australiens n'avaient pas la réputation des charbons gallois, cependant, leur bon marché relatif et le taux réduit des freits pour une distance plus courte leur permettaient d'être concurrentiels en Californie et au Chili. En temps normal, il n'était pas rare de voir 60 à 70 voiliers de toute nationalité déchargeant leur lest à Stockton, rive sud, et prenant du charbon pour l'autre côté de l'océan. Entre 1895 et 1913, 15 navires nantais sont entrés dans cet estuaire, rendu dangereux par une barre. Tous arrivés sur l'est, venant directement d'Europe, 9 ou de ports intermédiaires.
Ils en repartaient pour l'Oregon 6, San Francisco 6 ou le Chili 3. Parfois même, ils y revenaient, livrant bois et salpêtre avant retour sur l'Europe. Site industriel pionnier dans une Australie en manque de main-d'œuvre, au point après les convicts d'importer des coulis chinois, Newcastle était célèbre pour ses grèves de mineurs. Celles de 1896, de 1901 et de 1905 durèrent des mois. Soutenus par leurs organisations syndicales très puissantes dès cette époque, trouvant dans ce pays fertile de quoi subsister avec la pêche et la chasse sous un climat facile, les grévistes pouvaient tenir 6 mois sans peine. Retenus par le manque de charbon de soute, empêchés de repartir, les vapeurs étaient désarmées le long des berges de la rivière pendant que les voiliers attendaient la résiliation de leur charte partie d'affrètement pour reprendre leur liberté. En 1896, il y eut 120 navires environ attendant dans la rivière la reprise du en 1905. Nous étions 144 mâts et 3 mâts de tout tonnage et de tout gréement britanniques, italiens, français, américains. Profitant de l'inactivité forcée des navires, les capitaines faisaient piquer, gratter et peindre l'intérieur des cales ainsi que l'exposant de charge de la carène, avant une nouvelle traversée. À travers les mers du Sud. Citées dans 3,2% des références, les mers du Sud ne sont autres que l'immense Pacifique intertropical avec ses quelques grandes terres et ses myriades d'îlots, dont les habitants n'ont à l'époque que peu de choses à demander ou à offrir. Les goélettes suffisent au trafic local en aventuriers. Les vapeurs amènent à suer ou depuis la Californie les acteurs de la prise de possession coloniale. Fonctionnaires, missionnaires, colons, forçats, coulis. Les grands voiliers les fréquentent peu, et moins comme destination que comme escale plus ou moins forcée à l'occasion de leurs interminables traversées dans le Pacifique. Encore une fois, ils apportent le charbon gallois, ce pain de l'impérialisme maritime dont l'amiral Mahan formule le dogme, avec référence particulière aux Hawaï. Entre 1900 et 1913, les navires nantais assurent 3 contrats sur Honolulu et 2 sur Tahiti. Sa réserve de 500 tonnes de Cardiff valut à Papette d'être bombardée par les croiseurs de l'amiral von Spee le 22 septembre 1914, tandis que le 3-mât Sidler, agissant en corsaire libre de ses trajectoires mais plus vulnérable au mouillage, se fracassait sur les coraux de Mopelia, la plus à l'ouest de l'archipel de la Société, le 31 juillet 1917. Les marins redisent que la plupart des mouillages des îles ne sont pas sûrs, à cause de la très forte pente des tombants coralliens et des accords volcaniques où les ancres en déséquilibre ne crochent pas, laissant le navire, surtout par vent faible, à la merci de la houle et des courants. 2 voiliers nantais se perdirent à l'approche d'Honolulu, un autre sur Palmerston des Cook et Sully eut beaucoup de chance de se retirer des battures de Papette. Il ne cherchait d'ailleurs à y entrer, en route du Japon au Chili, que pour compléter son équipage affaibli, sachant que si quelques marins sont prêts à déserter, il y en a d'autres qui désirent rentrer. Paul Gauguin qui navigua dans le Pacifique pendant 2 ans comme lieutenant à bord du Chili, du Havre, était un peu de ceux-là, qui en juin 1896 revenait vers Pont-Aven après un séjour de moins de 2 ans à Tahiti. À l'exception de la Nouvelle-Calédonie, la Mélanésie et la Micronésie restaient fort peu connues. Les quelques navires remontant de la Tasmanie vers le Japon cherchaient un passage dans l'arc mélanésien. Sur la carte, la route la plus courte passe par les Salomon, mais dans ces parages où Bougainville sur la boudeuse frisa le désespoir, maréchal de Gontaut, pris à son tour dans la succession de violents orages entrecoupés de calme de l'été austral de 1903, dut redescendre jusqu'aux Nouvelles Hébrides Vanuatu. Les populations, elles aussi, étaient réputées hostiles. Il est vrai qu'elles avaient eu à subir jusqu'au milieu du siècle les rapts de main-d'œuvre des chasseurs de merle qui devinrent ensuite pourvoyeurs de coulis chinois. C'est ainsi qu'en 1858, le Saint-Paul, ayant embarqué 317 coulis à Hong Kong pour Sydney, fit côte par embouchée à la pointe orientale de Louisiade. Le capitaine alla chercher du secours, mais presque tous les Chinois furent massacrés et mangés par les indigènes. Pendant 17 ans, ils gardèrent prisonnier le mousse Narcisse Pelletier, natif de Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui, devenu gardien de sémaphore à Saint-Nazaire, n'aimait pas parler de son aventure. Au nickel de Nouvelle-Calédonie. Une des spécificités des longs courriers français est d'aller prendre de lourdes cargaisons de nickel en Nouvelle-Calédonie, qui en a alors un quasi-monopole mondial. Les traversées de retour se font sur Glasgow 6, Le Havre 3,
qui sont avec Anvers et Hambourg les principales places européennes de cette métallurgie spécialisée. Peu de navires ayant la chance de livrer une cargaison administrative à Nouméa, la plupart arrivent sur l'Est, tant depuis l'Europe, 9, que de tel ou tel point de l'hémisphère Pacifique, 4. Ces circumnavigations durent moins d'1 an, mais au prix de dures chevauchées sous les lames du Cap Horn avec une cargaison dont la densité accentue les coups de rappel dangereux pour la mâture. La phase de chargement dure plus d'1 mois, délestage et arrimage devant s'opérer simultanément, mais sur 2 mouillages différents et profonds, ralliés à la voile. Très occupés, les hommes ne descendaient presque jamais à terre et souvent même pas du tout. Malgré cela, le séjour était plus intéressant à leurs yeux que celui des caletas nitratières arides du Chili. Les fruits, les poissons, les coquillages étaient abondants. Aux heures de repos, certains allaient sur le récif ramasser de belles nacres et de gros bénitiers. Pendant tout le séjour du navire en rade, un douanier vivait à bord qui procurait niaouli, vétiver et autres curiosités du pays. Alors qu'elle n'était plus officiellement importatrice de café, Nantes en reçut assez régulièrement 25 tonnes par an entre 1890 et 1914. Ces cafés y étaient très appréciés pour leur qualité et leur prix moindres que ceux des anciennes colonies, la caféiculture néo-calédonienne étant alors en pleine jeunesse et servie par la réduction des taxes de 1897. Les concessionnaires des carrières, vivant avec leurs familles au bord de la mer, près de leurs stocks descendus des collines par wagonnets téléphériques, n'avaient d'autre voisinage que leurs engagés, venus des loyautés et des Nouvelles Hébrides. Aussi les capitaines étaient reçus à bras ouverts par leurs chargeurs. Tout le temps de leur séjour, leur place était réservée à table et un cheval scellé à leur disposition au wharf. Souvent ils allaient à la pêche avec les douaniers et à la chasse avec les gendarmes. Les conversations portaient sur les mœurs des Mélanésiens, sur la comparaison des régimes coloniaux français et britanniques et immanquablement, sur les séquelles du bagne d'autant que, de 1890 au dernier convoi de 1897, beaucoup de condamnés furent transportés par le Calédonie à la Compagnie nantaise de navigation à vapeur. Maurice Le Squezec fit comme pilotin 3 voyages au nickel sur les 4 mâts des armateurs Havre Brown et Corblay. De ce début d'une vie d'aventurier et de grand peintre bien connu en Bretagne, il a laissé un journal, des esquisses et des commentaires. Il eut la chance d'échapper aux dangers qui font des archipels calédoniens des tombeaux de navires. Une ceinture de corail de largeur très variable, qui peut aller de 100 à 1200 mètres, entoure l'île entière sur près de 1600 km, à grande distance de terre parfois. Tout navire qui s'y échoue est généralement perdu sans espoir. La barrière, assaillie par la houle, peut se voir et la nuit, s'entendre d'assez loin, mais elle est particulièrement redoutable par temps calme. La dérive drosse insensiblement mais imparablement le navire vers le récif, alors qu'il n'a même pas la solution de mouiller à l'accord où les plus faibles profondeurs dépassent 300 mètres à 2 longueurs de navire débrisant. Quant à l'entrée et à la sortie des passes, elles sont toujours périlleuses, notamment parce qu'on ne peut reconnaître à distance les coraux immergés que lorsque l'on fait route avec le soleil derrière soi. Pour les seuls Nantais, Lacroix ne cite pas moins de 5 accidents graves par temps calme et ne manque pas de déplorer la perte en 1922, du splendide 5 mâts France 2, du Havre, déchiré devant Nouméa. La Nouvelle-Calédonie n'est en principe touchée, de décembre à mars, que par des cyclones affaiblis, mais les surventes sont redoutables pour les navires en cours de chargement, en remorque dans les archipels ou même en mer, avec une cargaison dont l'arrimage reste toujours un souci, et alors que les dégâts ne peuvent être réparés qu'à Sydney ou Auckland avant le retour dans les mers australes. Le tour du monde par les mers australes. À l'aller, le flux d'ouest circum-antarctique permet de relever sur n'importe quel point de l'océan Indien, de desservir les ports de charge du sud australien, de prendre des renseignements à Hobart de Tasmanie, de s'infiltrer à travers la Mélanésie vers tous les ports du Pacifique Nord à moins d'aller plus au large encore pour contourner la Nouvelle-Zélande. Presque toutes les nationalités pratiquent ainsi, même si les Français ont une raison supplémentaire de le faire puisque percevant de l'État une subvention au prorata de la distance parcourue. Ayant rempli leur cale jusqu'à 1 mètre du franc-bord, en Nouvelle-Calédonie, en Australie ou au Chili, ils reviennent généralement par le Horn sauf à ce que certains capitaines, pariant sur les alizés de l'été austral sous le tropique du Capricorne, ne décident de revenir par Bonne-Espérance. De Bonne-Espérance à Hobart.
Le cap de Bonne-Espérance, de notre temps, avait beaucoup perdu de sa mauvaise réputation. Habitués que nous étions aux températures si dures des mers australes, aux dangers perpétuels des glaces, aux mers énormes du Pacifique Sud, on trouvait le passage relativement facile dans les deux sens. Certes, la mer y est creuse et dure, les coups de vent violents et subis, les orages et les phénomènes météorologiques fréquents, mais la température est assez douce puisque le cap se trouve par 36 degrés de lat. Sud. Et on peut descendre sans risquer les glaces à bref délai. Enfin, la grosseur des lames n'a rien de comparable aux barbes grises du Cap Horn, et ne peuvent se comparer avec la quantité de grands voiliers perdus corps et biens au sud de la Terre de Feu. À preuve que certains capitaines, confrontés à des situations exceptionnelles ou jouant de malchance, décidaient de ne pas forcer la porte et changeant de cap à 180 degrés, de passer sous Bonne-Espérance. C'est ce que firent en hiver-automne austral, Duchesse de Berry, après 2 mois d'efforts, 1905, Bougainville, rafalé presque jusque dans les parages de l'île de Gough, 1905, La Bruyère, 1909, et Maréchal de Castries, 1910, pourtant destinés l'un pour Iquique, l'autre pour l'Oregon. Tous rallièrent San Francisco pour faire rapport et prendre de nouveaux ordres, leur charte partie étant résiliée. L'inverse pouvait également se produire quand, pour des raisons d'insuffisance d'équipage, de cargaison ou de saison, le retour par le Horn était jugé trop risqué. Ainsi Bonchamp 1920 et Amiral Cécile 1921, revenant d'Australie méridionale sur la Basse-Loire avec des blés de ravitaillement, passèrent par l'océan Indien, où ils se firent d'ailleurs maltraiter par des ouragans cycloniques. Que les parages de Bonne-Espérance aient conservé leur importance commerciale est d'une certaine manière corroborée par l'intérêt que lui portèrent les croiseurs allemands durant la Première Guerre mondiale. Descendus de l'Atlantique Nord par la Grande Route, les voiliers paraient Tristan d'Acunha et Gough sans s'en approcher, surtout par les temps sombres et bouchés des tempêtés d'hiver. La plupart n'avaient plus à reconnaître les sondes du plateau des Aiguilles, puisque déjà dans les 40e, ils portaient au plus court en veillant les archipels du Prince-Édouard, 46,45 degrés, des Crozets, puis selon leur destination ceux de Saint-Paul ou des Kerguelen, 50 degrés. La route de l'océan Indien subantarctique est utilisée pour se placer en longitude vers les détroits insules indiens, pour desservir l'Australasie, aller chercher du nickel en Nouvelle-Calédonie et accessoirement accéder au Pacifique Nord. Sur plusieurs milliers de milles, dans le régime presque exclusif des grands vents d'ouest, durant 1 mois au moins, les grands voiliers donnaient le meilleur d'eux-mêmes. En 1905, Ernest Le Gouvet alla de Liverpool à Hobarton en 66 jours dans le sud du cap de Bonne-Espérance. En 1900, Nantes, sur le même trajet, tint une moyenne de 200 000 en 24 heures avec plusieurs journées à 265. La toile étant adaptée à la force du vent, le risque venait surtout des grosses lames capables de faire riper la cargaison ou le lest, ce qui arriva à Duguesclin et à Nantes en 1899. Même les navires connaissant leur destination, et a fortiori ceux venant à ordre, préféraient aborder la Tasmanie par le sud plutôt que par le détroit de Bass dont la météorologie est si complexe que les vents y soufflent parfois de l'est. Ceux des navires nantais destinés à l'Extrême-Orient qui voulaient se soustraire aux aléas de la vieille route insule indienne, agissaient de même, quitte à négocier le pot au noir dans les labyrinthes mélanésiens. Au total, Tasmanie, Bass et Hobart sont cités 40 fois, se plaçant ainsi au 3e rang des approches portuaires après San Francisco et l'Oregon. Dès lors, les marins français s'y sentaient un peu chez eux, dans un milieu géographique évoquant le leur. Ils appelaient la Tasmanie le Jardin du Sud en raison de ses fruits excellents, offerts à profusion dès leur premier accostage aux canotiers de cette French Fleet, très appréciés. Les pommes restent aujourd'hui le premier produit d'exportation de la Tasmanie. Par ailleurs, pour les armateurs français intégrant dans leur calcul de rentabilité la subvention à la distance parcourue, il était tentant de prendre quelques tonnes de chargement pour la Tasmanie, de manière à justifier auprès de l'État français qu'ils avaient dû, pour décharger dans un port d'escale, prendre une route plus longue. C'est ce que firent les Bougainville et Michelet, en route vers le Japon. Le seul navire affrété en plein pour Hobart n'y arriva jamais. Turgot, ayant pris à envers briques de charbon, coke et étoupe goudronnée prit feu dans le pot au noir du Cap-Vert. Cargaison australienne. Sur le Portulan, l'Australasie occupe plus de place que toute la côte pacifique des États-Unis.
22% contre 20%, avec respectivement 161 mentions pour l'Australasie continentale, 40 pour la Tasmanie et 18 pour la Nouvelle-Zélande. L'angle sud-ouest du continent, balisé par le cap Levin, presque constamment sous flux d'ouest, structure les deux grandes indentations des golfes Spencer et Saint-Vincent, l'île de Kangaroo et plus à l'est, l'estuaire du Murray. Là, se dispersaient les postes d'exportation massive de céréales et de laine livrés par un vaste arrière-pays en cours de colonisation. Peu à peu les colons avançaient vers l'ouest. Le feu détruisait les broussailles et sous les cendres accumulées, le sol fertilisé par les pluies donnait de magnifiques récoltes de blé. Des fermes s'élevèrent un peu partout, des wharfs furent construits dans des criques encore ignorées au milieu du XIXe siècle. Dans tous les endroits où l'on pouvait tenir sur ses ancres, les grands voiliers que ne gênait pas le manque de charbon ni la lenteur forcée des opérations treuiller-blé, orge et laine à pleine cargaison. Pendant les 2 ou 3 semaines que durait le chargement, les équipages n'allaient jamais à terre. Seul un canot par navire de temps à autre s'y rendait pour couper du bois de cuisine et remplir d'eau les barils de galère comme au temps des aventuriers. Tels étaient sur le golfe Spencer, Port Lincoln, Whyalla, Augusta, Port Pirie, Wallaroo, que des Nantais touchèrent une douzaine de fois. Les côtes du golfe de Saint-Vincent étant moins propices au mouillage des grands navires, étaient desservies par des caboteurs qui allaient livrer les céréales à Adélaïde. Ce fut une des raisons de la prospérité de la ville et de son port visite 26 fois. À l'embouchure du Murray, Victoria Harbour le fut 6 fois. Les navires arrivant d'Europe, face à ce foisonnement de sites, devaient prendre leurs ordres au Cap Bord, à la pointe de la grande île Kangaroo fort exposée, où nombre d'entre eux se perdirent. La rade de Melbourne, dite de Port Phillips, abrite également le port secondaire de Geelong, 13 et 8 citations. Fondée seulement en 1835, Melbourne vit son essor accéléré par la grande ruée vers l'or dans les hauteurs de Ballarat, à l'ouest de la rade. Dès la fin du siècle, elle était la métropole de l'Australie du Sud, attirant des cargaisons variées de coke, de produits métallurgiques et de pétrole. 4. Offrant les services de ses chantiers, 2 interventions et ses chargements de céréales, notamment pendant et après la Première Guerre mondiale. Sydney a les mêmes fonctions que Melbourne mais avec 2 fois plus de puissance. 28 mentions entre 1905 et 1921. 2 navires seulement y arrivent en charge, avec du pétrole de New York et du bois d'Oregon. 6 y escalent après avarie dans le Pacifique tropical, dépourvus de moyens de réparation. 5 en provenance de Californie et 9 d'Europe, sur l'Est. Tous repartent avec du blé, à prendre leurs ordres de livraison à l'entrée de la Manche. Les navires nantais ne sont qu'exceptionnellement affrétés pour la Nouvelle-Zélande, 2 en pétrole de New York. Si l'archipel est cité dans 1,8% des cas, c'est à cause du carrefour de la mer de Tasman. En effet, certains des navires ayant pris du nickel de Nouvelle-Calédonie et tous ceux ayant chargé du charbon à Newcastle ou du blé dans les ports céréaliers, descendent plein sud se caler sur les 50e et de là filer sur le Horn. Sans s'aventurer jusqu'au Macquarie à cause des glaces en dérive, ils veillaient précautionneusement les archipels Auckland, Antipodes et Chatham où tout atterrage de nuit, par brume ou par tempête mène au naufrage, ainsi Anjou sur Auckland en février 1905. 3 autres voiliers, très malmenés dans les parages, réparèrent en Nouvelle-Zélande, profitant des meilleurs bois de mâture de tout le Pacifique Sud. Retour par le Horn. Pour des navires lourdement chargés et déjà fatigués, le retour par le Horn est la phase des plus dures épreuves. La porte étroite entre Pacifique et Atlantique est un entonnoir où par tempête, des vagues monstrueuses menacent de coiffer dans leur creux les bateaux alourdis et déventés. Les courants portent à l'est, à terre, sur les glaces ou sur les contrebordiers, prioritaires puisqu'au loup voyage. Rentrant d'Antofagasta en 1905, Léon Blum perdit toutes ses voiles tandis que Léon Bureau restait un mois désemparé après avoir cassé la mèche de son gouvernail dans un violent coup de tangage. Olivier de Clisson en sortit avec de telles avaries qu'il fallut l'abandonner au Cap-Vert, 1905. Le calme est également terrible. La mer ne tombe pas aussi vite que le vent et reste énorme et hachée. Tout s'arrache dans la mâture qui fouette au roulis épouvantable de houles gigantesques. Jean, 1909, que sa conception rendait peu marcheur et dont la carène s'était bardée d'anatifs lors de son trop long séjour dans le golfe Spencer, après avoir été violenté par la tempête, faillit, pris dans un calme et le courant, naufrager sur l'îlot Diego Ramirez et à une portée de fusil sauvé in extremis par l'éveil de la brise.
Nulle part plus dangereusement que sur cette section, la trajectoire des navires ne recoupe la dérive des glaces flottantes. De nos navires nantais disparus sans nouvelles dans les solitudes glacées, elle la croit en site 2 ayant cap à l'est. Le capitaine du Charlemagne, parti de Nouvelle-Calédonie pour Le Havre le 13 décembre 1901, était fermement partisan de faire route par les latitudes de 55 degrés à 60 degrés pour raccourcir la route et de garder dans le gros temps ses basses voiles jusqu'à l'extrême limite. Se trouvant en plein été austral dans des parages où il n'y a pour ainsi dire pas de nuit, sans doute a-t-il, par brume ou mauvais temps, rencontré des glaces sur lesquelles son navire s'est enfoncé ou parmi lesquelles il est resté prisonnier. Du Daniel, qui en 1906 transportait des bois d'Oregon en Afrique du Sud, on ne retrouva que des pièces de cargaison poussées à la côte. Le capitaine de Ernest Reyer II ne manquait donc pas d'audace, faisant le même voyage avec des blés, de passer par le sud de la Géorgie, cerné par la banquise en hiver. Du fait même de la survie de la route orientale, les navires sortant du Pacifique par le Horn devaient être plus nombreux que ceux le doublant pour y entrer. Cependant pour la majorité des gens d'aujourd'hui, la gloire du Horn fut et reste de le passer contre le vent. Rien ne s'imprime mieux que les images. Confrontation d'images. Confronter le portulan des grands voiliers nantais, 1890 à 1920, avec les représentations issues des cours de géographie à Saint-Cyr, 1883 à 1894, et des bulletins de la Société de géographie commerciale de Nantes, 1882 à 1920, relève d'un besoin constant d'articuler les cultures de la mer et de la terre. Il s'agit au moins de montrer qu'il a fallu tout le XXe siècle pour qu'elles se rapprochent, au mieux d'illustrer une pédagogie libérée des carcans disciplinaires. Cours de géographie à Saint-Cyr, 1883 à 1894. Ayant à enseigner à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr-Coët-Quidan, durant 15 ans, la géographie physique et humaine de l'Afrique tropicale, il m'importait de la situer dans la tradition pour la faire évoluer. D'où l'analyse de la série décennale des cours conservés à la bibliothèque Ernest Psichary. Elle conclut qu'avec ses lacunes et ses faiblesses épistémologiques, la formation géographique des futurs officiers présentait de telles qualités que, quoique contingente, elle fut longuement et peut-être dangereusement rémanente. En effet, pour les cadres qui auront entre 30 et 40 ans en 1914, soit 45 à 55 en 1939, elle construisait une image hexagonale du monde. Le cours de première année, consacré aux puissances, n'aborde modestement 10% des pages du manuel, l'Amérique du Nord qu'en 1886, 87, 88, date à laquelle disparaissent à jamais les pays de la mer du Nord, jusque-là crédité de 5% des pages. Tout le reste est dévolu à l'Europe centrale et orientale, dont 20% à l'Empire allemand. En deuxième année, passé de courtes généralités, la France métropolitaine s'adjuge 62% des pages d'instruction. Moins d'un quart d'entre elles portent sur les 2/3 du territoire au sud-ouest d'une ligne Le Havre-Nice, décrivant sommairement les façades maritimes. La part de l'outre-mer coloniale n'a cessé de grandir, de 1% en 1883 à 33% en 1893, mais uniquement au profit de l'Afrique, blanche ou noire, celle de l'Indochine restant stable autour de 9% et celle des bases dispersées tombant de 11 à 3%. Peut-on critiquer une formation de ces officiers de l'armée de terre élite appelés aux plus hautes responsabilités stratégiques lors des 2 guerres mondiales, axés sur la France de l'Est, l'Europe péri-alpine et l'Afrique mais passant complètement sous silence le vaste monde littoral et maritime animé par des échanges intercontinentaux croissants d'hommes, de marchandises et de capitaux qui allaient décider de la victoire? Répondre à cette question serait par trop s'écarter du sujet. L'insuffisante interpénétration des cultures terriennes et maritimes, même bornées à la sphère militaire, est un thème rebattu, notamment par Claude Farrer parce qu'elle a maintes fois sévi. Ce fut le cas à Majunga en 1895 et en 1900 à Diego Suarez. Pagaille à Madagascar. Les opérations à Madagascar montrent en toute clarté le rôle de l'État français dans le fonctionnement économique des grands voiliers nationaux, et la lamentable incompréhension des officiers de l'armée de terre et des officiers de la marine. Il faut se rappeler que nos relations furent assez tendues avec l'Angleterre, dans les toutes dernières années du XIXe siècle. Il y avait eu, en 1898, la grave crise de Fashoda,
Puis, pendant la guerre contre les bourgs qui commença en 1899, l'opinion publique de notre pays se passionna pour leur cause. Faut-il rappeler le rôle, fût-il anecdotique, du Saint-Cyrien colonel de Villebois-Mareuil, Nantes 1847, Transvaal 1900, dont la statue martiale orne encore le square de la Bourse et dont le nom fut immédiatement donné à un 3-mâts du port. La tension fut entretenue par une campagne de presse de nature à impressionner désagréablement les Anglais. Notre gouvernement, le Nantais Valdez-Crousseau étant président du Conseil, pouvait craindre qu'une guerre ne s'ensuivît. C'est pourquoi il décida d'envoyer à Diego Suarez le colonel Joffre, et l'équivalent d'une brigade, avec mission d'y organiser un point d'appui. L'opération était d'envergure mais un désordre total avait présidé à l'embarquement du matériel. Sans aucun souci de l'ordre d'urgence, alors que les moyens de débarquement étaient notoirement réduits et les terre-pleins tout à fait exigus. S'ensuivit une désolante campagne dont le CDT Lacroix, reprenant le témoignage du CDT du Saussois, se fait l'écho scandalisé. De nombreux vapeurs et voiliers étaient affrétés pour transporter au compte du gouvernement français d'énormes approvisionnements de charbon, de matériel d'artillerie et de construction, des provisions de toute nature, mais l'administration n'avait pas prévu le débarquement de toutes ces cargaisons. Diego Suarez possédait en tout et pour tout 2 grands chalands de 80 tonneaux, et n'avait aucune organisation d'accollage ou de déchargement. Ne pouvant mettre à terre, les navires restaient des semaines entières en rade, inactifs. Le retard ainsi occasionné à chaque navire était payé par l'État français, sous le nom de surestarie. Des sommes énormes furent ainsi versées, bien supérieures aux frais convenus. Un beau jour, pour en finir, il fut ordonné aux navires de jeter à l'eau ce qui pouvait flotter. Une partie du matériel fut entraînée par le courant, et ce qui fut recueilli sur la grève y arriva souvent en piteux état. On vit des maisons démontables encore utilisables, abandonnées sur la plage et servant à allumer le feu des indigènes. Enfin, après 6 mois de séjour à Diego Suarez, M. du Saussois put appareiller vers la Californie où il chargea du blé pour l'Europe. Bulletin de la Société de géographie commerciale de Nantes, 1882 à 1920. Dans une recherche sur les représentations géographiques issues des stratégies spatiales des puissants, il n'est pas artificieux de passer de Saint-Cyr-Coëtquidan à la rivière de Nantes. Durant toute la première moitié du XIXe siècle, alors que le bois était encore la matière première stratégique de la construction navale et de la sidérurgie, des connexions discrètes mais efficaces principalement dans le milieu orléaniste s'établissaient en effet entre les forêts de Haute-Bretagne et l'estuaire ligérien. La révolution industrielle les a rendus obsolètes, mais leur forte logique d'aménagement, longtemps ignorée, est révélée aujourd'hui par l'intérêt pour le patrimoine industriel. Dans le dernier tiers du XIXe siècle, la place acquise par les différentes bourgeoisies dans les activités politiques, économiques et intellectuelles donne une plus grande publicité à la connaissance et au contrôle de l'espace. La géographie est on ne peut plus à la mode. Le 22 juillet 1882 se constitue à Nantes une société de géographie commerciale. Elle s'assigne pour but la vulgarisation et le développement des études géographiques, particulièrement celles qui peuvent être utiles au commerce de la région. En 30 ans d'exercice, elle publiera 80 bulletins trimestriels. Ils révèlent eux aussi la hiérarchie des intérêts. L'Afrique est le sujet majeur avec plus du tiers des mentions. Si les pays qui s'étendent du Maroc à l'Égypte bénéficient de 36% des indications sur ce continent, l'Afrique de l'océan Indien l'emporte nettement, 26% devant l'AEF, 17% et surtout l'AOF, 10%, moins décrite que l'Afrique australe, 12%. L'Asie passionne également, 25%, non pointant le Moyen-Orient qu'est l'Extrême-Orient et l'Asie centrale. Les Amériques et l'Europe, pourtant en pleine transformation, n'obtiennent chacune que 12% des notes, à peine plus les régions australes et polaires. La France ne retient guère, celle de l'Ouest et du Sud étant mieux représentée que celle du Nord-Est. Au total, l'espace mental alimenté par les bulletins de la Société construit une carte nettement centrée sur les continents de l'Ancien Monde. Plus riche que celle des Saint-Cyriens, elle n'en reste pas moins du même type. Peut-on s'étonner au vu du recrutement de ses membres ? Majoritaire avec les hommes de loi, 24%, la bourgeoisie du diplôme forme un agrégat de 27%, associant à parts égales médecins, professeurs, ingénieurs, militaires et employés.
Une bourgeoisie de la rente, 17% sans profession, 12% de propriétaires terriens vient s'y cultiver. En revanche, les représentants du négoce et de l'industrie ne comptent que pour 21% et avec peu de noms connus sur la place. Les grands opérateurs économiques ne dévoilent pas si aisément l'espace de leurs affaires. Dès lors, géographie continentale et géographie maritime, très articulées dans la réalité, ne le sont pas dans la représentation mentale, entretenant par là même beaucoup d'incompréhension et quelques funestes dysfonctionnements. Pour autant qu'ils aient encore mission, ne revient-il pas aux instituts de géographie des métropoles estuariennes, là où se mêlent apports continentaux et apports maritimes, d'afficher systématiquement ces complémentarités vitales ? À Nantes, au sein de l'équipe CNRS Géolithomeur, l'œuvre de Jacques Marcadon, prolongeant celle d'André Vigarier, apporte une vision économique de l'océan mondial, dont le portulan des grands voiliers nantais ou autres peut apparaître comme une préfiguration. Peu utilisé par l'enseignement et la recherche géographique, il est en revanche valorisé sous le mode épique et mémorial dans le mythe des Caporniers, et à un degré plus élevé en France que dans d'autres pays. Assumant quelques risques, ne faut-il pas aller avec les vrais philosophes, des idées aux choses, et de la mer et de la terre. Route du rhum, route du sucre, route des esclaves. Alain Miossec, recteur de l'Académie de la Guadeloupe. La route du rhum est une course mythique dont chaque édition, depuis 1976, apporte son lot de drames dans un Atlantique rarement clément à l'entrée de l'hiver. Cette course, fortement médiatisée, est porteuse d'images comme elle est porteuse aussi d'histoire. Même si, lors de sa création, le lien entre le rhum, le sucre et l'esclavage n'a à aucun moment fait l'objet de commentaires. Et pourtant ce lien existe. Le rhum est un sous-produit de la fabrication du sucre à partir de la canne et les îles à sucre furent bien au XVIIIe siècle, ces paradis où des millions d'Africains furent transportés, captifs à l'origine, déracinés et esclaves à l'arrivée. C'est en Guadeloupe que se situe la scène de cet essai, Guadeloupe complexe, mélangée de peuples dont la symbiose inachevée sur près de 3 siècles fait l'originalité profonde. Parler de la route du rhum, c'est évoquer à la fois le présent et ce passé qui passe mal aux yeux de quelques-uns. C'est retrouver aussi des racines à un événement sportif qui brasse les euros par millions, et dont les retombées économiques ne sont pas minces. La route du rhum, une course au large qui fut pionnière. Ambiance du rhum. La route du rhum est une course qui se déroule tous les 4 ans entre Saint-Malo et la Guadeloupe. Le départ est précédé dans la cité des Corsaires par une semaine d'intense préparation, un peu à la manière d'un Grand Prix de Formule 1, automobile. Sortie en mer, présentation des bateaux dans le bassin à l'ombre des murailles de la ville close, photo 1, intense animation médiatique surtout. Photo 1, Saint-Malo dans l'attente du départ. La course est vitrine, celle des sponsors qui en quelque sorte vendent la marque, celle de la ville bien sûr et celle des bateaux eux-mêmes, ces pur sang de l'océan. En tout et en 10 jours la ville verrait défiler près de 1 million de visiteurs avant le départ. L'ambition du départ n'est pas et ne peut être celle de l'arrivée. La Guadeloupe souffre de ce décalage. Dans la Manche part l'armada des voiliers, accompagnée d'une myriade d'embarcations de tout type, dans une mer que l'on aime rugueuse, anticipant les creux du golfe de Gascogne. Les voiliers défilent devant le fort de la Latte, la foule se presse, les télévisions transmettent en direct. En cela, le rhum est une course pilotée depuis la métropole, elle est fortement parisienne. Rien à voir avec les calmes antillais, les voiliers arrivent échelonnés, pas toujours d'ailleurs, dans une indifférence de plus en plus polie. Lors des premières courses, l'arrivée était fixée à la marina du Gosier, photo 2. Le fief des métropolitains et des Blancs-Pays, ces lointains descendants des premiers arrivés dans l'archipel au XVIIe siècle. Depuis l'épreuve de 2002, la Guadeloupe profonde a récupéré l'arrivée qui a désormais lieu dans la darse qui donne sur la place de la Victoire, siège de la sous-préfecture, photo 3. Plus appuyée par le conseil régional, c'est d'une véritable réappropriation de la route du rhum par les Guadeloupéens, descendants eux des esclaves, qu'il s'agit. En sorte que la route du rhum apparaît aujourd'hui comme un vrai ciment entre les populations qui constituent la Guadeloupe. Photo 2, la marina du Gosier. Photo 3, la darse Pointe-à-Pitre. Naissance du rhum. L'idée de la route du rhum date de 1976, d'échanges entre 2 hommes dont l'un a laissé plus de souvenirs que l'autre.
Louis Claverie est installé en Guadeloupe depuis la Seconde Guerre mondiale. Il dirige la société industrielle de sucreries. Il dispose ou sait disposer de fonds que l'on utilise assez benoîtement. En effet, le FENARHUM recueille une taxe de 20 centimes sur chaque litre de rhum blanc à 55 degrés et fonctionne comme une machine, essentiellement parisienne, chargée de faire un peu de lobbying pour les producteurs de Guadeloupe et de Martinique. Il pilote chaque année une opération de prestige, la Poêle d'Or, plat à base de rhum qui fait connaître les produits antillais. Il fourmille d'idées, et c'est de la rencontre avec Michel Étevenon que naît celle d'une nouvelle course au large. Les circonstances s'y prêtent. En effet, Michel Étevenon, publicitaire du groupe Critère, est fortement engagé dans le voile au large. À travers lui, le groupe Critère a construit plusieurs voiliers dont l'un des bateaux d'Olivier de Kersauzon, figure emblématique s'il en est. Ce groupe bourguignon a aussi aidé à la construction du Club Méditerranée d'Alain Colas, voilier monstrueux de 5 mâts qui sera le tombeau du navigateur lors de la première route du Rhum en 1978. Le rapprochement d'Étevenon, homme de médias qui va s'occuper de la mise en œuvre de la course, et de Claverie, plus discret qui va assurer la gestion globale, permet la naissance de la course. Le groupe Promovoile est porté à hauteur de 10% par Claverie, de 15% par Étevenon. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.